des affaires émanant des députés, reprise du débat en deuxième lecture sur le projet de loi C-452, loi modifiant le code criminel, exploitation et traite de personnes, inscrit au nom de Mme Mourani. Débat. Le député de Notre-Dame-de-Grâce, La Chienne, a 8 minutes de compléter son discours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, c'est ça, j'avais commencé mon discours déjà la première heure où on en a discuté, où j'avais simplement présenté les amendements qui étaient proposés par Madame la députée de Antique. Donc, je poursuivrai mon discours. Mr. Speaker, these amendments that I... Monsieur le Président, ces amendements que j'ai mentionnés la première fois que j'ai parlé de ce projet de loi sont un pas dans la bonne direction, mais nous devons aller plus loin. Nous devons tenir compte du fait que la traite des personnes touche surtout les femmes autochtones, nos sœurs par l'esprit. Les autochtones, les Inuits, les Métis doivent être inclus dans ce dialogue sur la traite des personnes. Ce serait un bon moment pour le gouvernement de tenir ses promesses envers les groupes d'Autochtones. La traite des personnes est un crime terrible et déshumanisant, mais il est très difficile de comprendre l'échelle de la traite des personnes au Canada parce que nous n'avons pas assez de données. C'est un crime complexe. Ces victimes sont souvent trop effrayées pour se plaindre ou porter plainte contre les trafiquants. Pour toutes ces raisons évidentes, il nous manque des données. Les études sur la traite de personnes se concentrent sur la traite internationale des personnes. Mais si vous êtes Canadien, que vous avez du mal à vous trouver un emploi, à finir vos études, si votre horizon est bouché, si vous êtes forcé de quitter votre collectivité pour vous trouver du travail ailleurs, surtout si vous êtes une fille ou une femme, vous pouvez devenir victime d'exploitation, Monsieur le Président. Cela a donné lieu à des incidents de trafic de personnes. Le procureur de Hamilton a intenté des poursuites contre un des pires cas de traite des personnes avec de nombreux accusés qui ont tous été reconnus coupables. La police a décelé un trafic de personnes qui passait par Stansted entre le Canada et les États-Unis. Les Canadiennes sont victimes de diverses façons. La servitude, l'exploitation sexuelle, plusieurs de ces victimes, tant canadiennes qu'étrangères, sont prises dans une situation dangereuse. Elles sont forcées de choisir entre souffrir ou accepter que leur famille souffre. Victimes. La raison pour laquelle je trouve que la députée d'Antique va pas assez loin dans son projet de loi, c'est que les victimes, souvent, il faut comprendre qu'elles sont des victimes, elles n'ont pas choisi d'être mises dans cette position-là. Puis là, on va leur demander de venir nous aider à accuser leur communément appelé pimp. Et les victimes, elles ont peur. Les victimes, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas venir accuser leur agresseur parce qu'elles ont peur pour elles-mêmes. Il n'y a rien qui leur dit vraiment de quelle façon est-ce que ça va bien réussir. Puis elles ont peur pour leur famille aussi. Si je me rapporte à un film qui s'appelle Avenue Zéro, que j'ai projeté dans ma circonscription justement parce que l'été dernier, je suis allée en Thaïlande et au Cambodge avec une délégation de députés pour aller apprendre justement comment les gouvernements thaïlandais et cambodgiens font pour régler le problème de trafic humain dans leur pays. C'est un voyage très, très intéressant. Et à la suite de ce voyage-là, quand je suis revenue, justement, j'ai décidé d'en parler dans ma circonscription. J'ai une circonscription où le phénomène de trafic humain est très présent, particulièrement dans
au métro Vendôme, il y a beaucoup de jeunes filles qui se font approcher. Il y a beaucoup de motels très peu chers qui sont souvent pointés du doigt pour leurs pratiques assez dégueulasses. Puis, quand j'ai projeté le film Avenue Zéro, il y a Annie Robert, qui est la responsable pour la GRC du dossier trafic humain, qui, on la voit interviewer des victimes. Puis les victimes, ce qu'elle leur... Premièrement, l'image que j'ai en tête, c'est l'espèce de poster puis de carte postale qui a été utilisée par la Gendarmerie royale du Canada pour aller chercher l'aide des victimes pour témoigner. Puis, c'est une espèce de madame toute amochée, là. Elle a plein de bleus, puis elle a plein on voit plein de sang, elle est toute sale. Puis là, les victimes dans le film Avenue Zéro viennent dire, ben nous autres, la publicité qui nous est destinée, c'est ça, c'est un poster avec une femme qui souffre. Puis on vient nous dire, venez nous aider à faire en sorte que cette situation-là n'arrive plus. Puis la victime qui est interrogée dans le film a dit, ben moi, il n'y a rien dans cette affiche-là qui me dit qu'il y a de l'espoir. Il n'y a rien dans cette affiche-là qui me dit que si je vais témoigner contre mon agresseur, que je vais avoir une meilleure vie, qu'il va y avoir des gens qui vont m'aider, que ma famille va être supportée. On s'entend que dans beaucoup de cas, les victimes sont approchées parce qu'elles sont seules. Les victimes sont approchées, particulièrement les victimes d'exploitation sexuelle. Souvent, c'est des jeunes filles qui n'ont pas vraiment de famille, qui sont justement obligées d'être dans la rue, puis qui, par la force des choses, se retrouvent dans ces situations-là. Mais il y a aussi tout ce qui est de travail forcé, et tout ce qui est c'est quasiment de l'esclavage, puis ça représente, autour de, si mes chiffres sont exacts, c'est autour d'à peu près 20% du trafic humain qui est au Canada. Dans ma circonscription, proche de ma circonscription, il y a l'organisme PINAI qui travaille justement avec... Mon Dieu, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a l'organisme PINAI qui travaille avec des Philippinois qui viennent au Canada, puis qui souvent se retrouvent à travailler dans des maisons canadiennes à faire du travail domestique, puis qui sont quasiment des esclaves, puis ils n'ont pas de recours. Mais ces personnes-là n'ont pas non plus l'assurance qu'elles vont être bien traitées après leur témoignage. Donc, Monsieur le Président, je vois que mon temps s'en va. J'avais beaucoup d'autres choses à parler, mais bon, ce que je voudrais voir, puis peut-être qu'on pourra proposer des amendements quand ça sera étudié au Comité de la justice, c'est de voir un plus grand apport de la loi pour ce qui est de la protection des victimes, puis s'assurer que les victimes sont bien puis sont réinsérées après ça. Puis j'aimerais juste, j'ai malheureusement pas eu le temps de poser des questions à la députée qui propose ce projet de loi-là, mais j'espère en tout cas qu'elle a eu beaucoup d'avis légaux concernant le renversement du fardeau de la preuve, parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder, c'est quelque chose qui peut être nécessaire, mais bon, on parle de quelque chose de gros au Canada, de renverser le fardeau de la preuve, fait que j'espère qu'on pourra en discuter en comité puis avoir vraiment des avis légaux sur ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Reprise du débat, resuming debate, the honorable... L'honorable député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de pouvoir participer au débat sur ce projet de loi. À l'étape de la deuxième lecture, je pense qu'il sera adopté. Le Parti libéral voudrait qu'il soit renvoyé en comité. Et l'idée de discuter et d'entendre les intervenants, d'après nous, est une bonne chose, et j'espère que le député du Bloc acceptera des amendements, parce que je pense qu'il faut s'attaquer à ce problème. Lorsqu'on pense à l'esclavage, à l'exploitation, la traite de personnes, il y a de nombreuses perspectives. Il y a l'aspect local ici au Canada, et nous avons une responsabilité sur la scène internationale. Nous devons faire preuve de leadership et nous attaquer à la question plus vaste de l'exploitation, de la traite des personnes à l'échelle mondiale. Je pense que la plupart des gens seraient surpris d'apprendre qu'il y a plus d'esclaves aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire du monde, et qu'en fait,
Ça coûte beaucoup moins cher aujourd'hui d'acheter un esclave dans de nombreux pays que ce n'était le cas il y a 150 ou 200 ans. Et qu'en fait, Monsieur le Président, nous devons nous attaquer au problème de l'esclavage, au problème de la traite de personnes. Lorsque je pense aux histoires que j'ai entendues au cours des dernières années, c'est horrible ce que certaines personnes ont dû endurer pour pouvoir survivre. Et au bout du compte, je ne vais pas blâmer un pays plus qu'un autre, mais nous devrions tous réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. Tout à l'heure, nous parlions des Premières Nations. Et lorsque la députée parlait des Premières Nations, il m'est venu plusieurs idées. Au Manitoba, dans notre pays, et je ne connais pas toutes les statistiques à ce sujet, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un vrai problème d'exploitation de nombreux enfants dans nos propres collectivités. Et ce ne sont pas nécessairement des personnes qui viennent de l'étranger, Monsieur le Président. Je pense que nous devons mieux comprendre comment cette exploitation est possible et comment on a créé les conditions qui permettent que des enfants soient exploités. Ça me rend malade de penser que des enfants de 8, 9, 10, 11, 12 ans sont piégés dans des situations où ils sont exploités sexuellement, où on se sert d'eux pour vendre de la drogue, pour qu'on les recrute dans des gangs. Et tout cela, c'est de l'exploitation. On pourrait, bien sûr, s'étendre sur ce sujet, mais moi, je préfère m'attarder à la traite des personnes de l'extérieur du Canada. Il faut comprendre que s'agissant de traite de personnes, on est devant un phénomène qui, ou plutôt la traite des personnes, se fait essentiellement pour la prostitution, au Canada en tout cas. Des personnes viennent d'Asie ou d'Europe au Canada et sont forcés de s'adonner à la prostitution ou de travailler dans des bars de danseuses ou d'effeuilleuses. Je suis allée aux Philippines il y a quelques années et un homme m'a dit qu'il s'inquiétait de l'éventualité de la possibilité que sa femme soit recrutée pour travailler comme prostituée. Il avait vu des publicités à la télé où on faisait valoir où on promettait des emplois dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, alors qu'il s'agissait en fait d'emplois dans le domaine du divertissement. On sait ce que ça signifie. Alors, il y a beaucoup d'informations trompeuses qui sont véhiculées à l'étranger pour attirer des jeunes femmes au Canada et qui, une fois arrivées ici, sont soumises à la pire forme d'exploitation, soit l'exploitation sexuelle, ici même au Canada. Mais il y a aussi des formes d'esclavage
Bon, ce n'est peut-être pas comme dans certains pays d'Afrique, par exemple, mais c'est inquiétant. Il faudrait déterminer quelle est l'ampleur de l'esclavage au Canada. Des jeunes femmes viennent de l'étranger et sont employées comme esclaves, ici même, non pas comme bonnes, mais comme esclaves. Il y a quelques années, le premier ministre Paul Martin avait dit qu'il nous fallait des musées, pas seulement à Ottawa, des musées nationaux, pas seulement à Ottawa, mais aussi ailleurs. Et à Winnipeg, nous aurons bientôt le musée des droits de la personne. J'espère que ce musée consacrera une section à la traite des personnes. C'est un problème encore très réel de nos jours. Ainsi, on pourrait sensibiliser la population à ce problème. J'ai dit en commençant qu'il y a plus d'esclaves à l'heure actuelle en ce moment qu'auparavant qu'il y a plus d'esclaves en ce moment qu'il n'y en a jamais eu. Et quand j'ai lu ce fait, j'ai moi-même été étonnée. Bon, le projet de loi n'est pas parfait. Notre porte-parole a déjà fait état de nos réserves, mais ce projet de loi est quand même très bon car il attire l'attention du public sur cet enjeu, sur ce problème qu'est la traite des personnes, qui existe encore de nos jours, essentiellement pour des raisons d'argent. Ce sont les profits qui sont le nerf de la guerre. Il n'y a que le trafic de drogue illégale qui rapporte plus. Les trois crimes les plus lucratifs sont le trafic des drogues et la traite des personnes et le trafic d'armes. Le Canada est très bien placé pour faire œuvre de chef de file. Nous avons des programmes comme le programme des bonnes et des gardiennes d'enfants qui viennent de l'étranger et qui vivent sur le lieu de leur travail. C'est dans le cadre de tels programmes qu'on peut déployer des efforts pour lutter contre la traite de personnes et pour sensibiliser la population. Merci, Monsieur le Président. Resuming debate, l'honorable député de Hochelaga. Tout d'abord, Monsieur le Président, j'aimerais remercier la députée d'Ansik d'avoir déposé ce projet de loi. Bien que nécessitant quelques ajustements concernant sa constitutionnalité, il représente un pas dans la bonne direction en ce qui concerne la lutte à l'exploitation et la traite des personnes. Je considère que la volonté de l'étudier plus profondément en comité devrait être une occasion d'unité dans ce Parlement. Rappelons-nous qu'au même titre que celui de l'armement et de la drogue, la traite humaine est l'un des marchés les plus lucratifs. En 2005, les Nations unies l'évaluaient à 32 milliards de dollars. Il serait insensé, Monsieur le Président, de croire que le Canada échappe à ce mode d'exploitation les plus révoltants. De par sa clandestinité, il est difficile de connaître précisément la nature et le nombre de victimes de ce trafic. Par contre, nous savons que la majorité des personnes touchées sont des femmes et des enfants. La pauvreté ainsi que les origines ethnoculturelles sont les principaux facteurs reliant les victimes de la traite humaine. C'est la vulnérabilité socio-économique ainsi que le manque de réseaux d'aide solides qui facilitent la vie des trafiqueurs. Ils n'ont que trop d'aisance à entraîner leurs victimes en utilisant la manipulation, la menace et la violence.
Avec l'augmentation du taux de chômage chez les jeunes et la hausse du coût de la vie, gageons, malheureusement, que plusieurs jeunes Canadiennes seront plus facilement recrutées par les organisations criminelles pour les forcer dans l'industrie du sexe. Au Canada, les femmes autochtones sont surreprésentées au nombre des personnes trafiquées. Elles peuvent constituer jusqu'à 90 % des victimes de trafic sexuel dans certaines localités, alors qu'elles ne forment que 3 à 5 % de la population canadienne. Je me désole d'ailleurs des coupures faites au groupe de femmes autochtones par ce gouvernement. Leur participation active dans la lutte contre le trafic des jeunes femmes autochtones est essentielle. J'ose espérer que le gouvernement saura corriger la situation, Monsieur le Président. Devant les impacts encore très présents de notre passé colonialiste envers les peuples autochtones, l'attitude du Canada fait honte face au rapport accablant des Nations unies sur la question. Il est grand temps que ce Parlement améliore concrètement les conditions de vie dans les réserves autochtones. Cet état de situation est la principale cause de la traite des femmes autochtones, cherchant à s'échapper par tous les moyens des problématiques engendrées par le mépris des gouvernements canadiens successifs. Le Canada n'échappe pas non plus à la traite internationale. Bien que ne faisant pas l'objet de ce projet de loi, je ne peux passer sous silence les entraves systémiques à la lutte contre la traite humaine internationale, engendrée par notre système d'immigration. En effet, le resserrement des critères d'immigration augmente le recours à des passeurs ou à des soi-disant agences offrant des soi-disant services de migration. Ceci accroît évidemment la vulnérabilité des femmes migrantes à l'égard des pièges tendus par les réseaux du crime organisé. Devant la peur légitime d'être retournées dans leur pays d'origine, les victimes migrantes de la traite de personnes se retrouvent d'autant plus captives de leurs exploiteurs. Monsieur le Président, il est impératif que notre système d'immigration soit revu afin de protéger les victimes potentielles de traite humaine dans le but de les voir témoigner contre leurs trafiqueurs. À ce titre, un rapport de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM recommande que Citoyenneté et Immigration Canada travaille de concert avec les services de police dans des visées de protection des victimes. Les chercheuses recommandent également qu'une catégorie spéciale de réfugiés soit créée pour les personnes victimes de la traite humaine. Chaque fois, Monsieur le Président, je reste sous le choc devant cette banalisation du phénomène. Imaginez ma surprise lorsque j'ai appris que Montréal était un haut lieu du tourisme sexuel. Vous n'avez qu'à feuilleter rapidement les petites annonces de n'importe quel journal pour constater qu'ils sont remplis de nids potentiels de trafic sexuel. On se souvient que le premier individu condamné pour traite de personnes au Canada prostituait des adolescentes au moyen d'annonces sur des sites Internet au vu et au su de tout le monde. Souvent reliée au crime organisé, cette exploitation sexuelle utilise trop souvent la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles désirant échapper à des conditions de vie difficiles pour en tirer des revenus considérables. Au Canada, on évalue les sommes en jeu entre 120 et 400 millions de dollars américains par année. Une seule femme forcée à se prostituer par une organisation criminelle au Québec rapporte à cette organisation autour de 1 000 $ par jour, soit au moins 250 000 $ par année. Je suis convaincue que ce n'est pas le genre de politique économique que souhaite favoriser ce gouvernement. Je pense, Monsieur le Président, que l'adoption en deuxième lecture de ce projet de loi pourrait nous permettre de mettre en lumière un consensus fort à l'intérieur de cette Chambre quant à notre volonté conjointe d'aider et de protéger les victimes de la traite humaine. Mais au-delà de ce projet de loi, nous aurons besoin d'un plan d'action solide, mobilisant les ressources humaines, policières, électroniques et matérielles, afin de nous attaquer aux sources du problème, d'aider les victimes et d'appuyer le travail des forces de l'ordre. Monsieur le Président, j'ai déjà parlé plusieurs fois devant cette Chambre du phénomène de narcoprostitution qui sévit dans ma circonscription. Bien que les solutions envisageables pour remédier à la situation fassent l'objet de nombreux débats, la protection des femmes prostituées est une priorité unanimement partagée. Au-delà des modifications au Code criminel canadien, les ressources institutionnelles et communautaires offrant des services de première ligne à ces femmes s'avèrent être des outils essentiels de lutte contre leur exploitation. En effet, l'implantation dans les prochains mois de l'organisme Dopamine dans le Red Light d'Hochelaga ainsi que l'ouverture d'un centre de répit pour femmes prostituées nous permettra de poser des gestes concrets. Ce sont en fait les premières pierres d'une stratégie de quartier
pour aider les gens aux prises avec la narcoprostitution, l'itinérance et la toxicomanie. Je tiens à souligner que cette réalisation fut rendue possible grâce à l'implication du gouvernement fédéral par le biais d'un investissement de la stratégie de partenariat de lutte contre l'itinérance. Monsieur le Président, j'en profite donc pour encourager mes collègues du gouvernement à reconduire dans leur prochain budget ce programme essentiel qu'est la SPLI pour de nombreuses communautés canadiennes, incluant la mienne. Je tiens aussi à souligner devant mes pairs le travail extraordinaire fait par les intervenants et intervenantes de plusieurs organismes de ma circonscription, dont le CAP Saint-Barnabé, Stella, l'Anonyme, Dopamine, la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, Tandem Hochelaga-Maisonneuve, le C3S Lucille-Teasdale et le poste de quartier 23 du SPVM. Monsieur le Président, ces personnes qui œuvrent tous les jours avec les femmes prostituées d'Hochelaga méritent que je les en remercie personnellement. Mais malgré le travail acharné des forces policières et communautaires, c'est l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes qui s'avère être l'un des moyens de lutte les plus efficaces contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales par des gens peu scrupuleux. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi qu'il est aberrant qu'encore aujourd'hui, les femmes ne gagnent qu'une portion du salaire moyen des hommes, qu'au même titre que les jeunes, elles n'aient systématiquement pas accès au régime d'assurance-emploi, qu'elles soient partout au pays sous-représentées parmi les salariés payés au salaire minimum, qu'elles soient majoritairement à la tête de familles monoparentales largement plus pauvres que les autres, entre autres à cause du manque flagrant de logements locatifs abordables et de logements sociaux. Le projet de loi C-400 de ma collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte offrait pourtant une lumière au bout du tunnel, mais les conservateurs ont choisi de fermer les yeux à cette réalité. La réforme récente de l'assurance-emploi frappe de plein fouet les gens moins bien rémunérés ou qui travaillent à temps partiel. Donc, encore une fois, les femmes. À l'approche de la Journée internationale des femmes, dans exactement une semaine, Monsieur le Président, je plaide aujourd'hui pour une grande mobilisation en cette Chambre afin d'adopter ce projet de loi. Ensemble, nous avons le pouvoir de rendre possible un monde où l'exploitation et la traite des personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, sera chose du passé. N'ayons pas peur de faire de nouveau du Canada l'un des champions en matière de protection des droits humains. Merci, Monsieur le Président. Reprise du débat, resuming debate, l'honorable député de Québec. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de prendre la parole en Chambre sur un sujet aussi important, d'autant plus que je suis une jeune femme en politique. Le projet de loi C-452 propose de modifier le Code criminel afin que celui-ci envisage des peines consécutives pour les infractions liées au proxénétisme et à la traite de personnes. De plus, C-452 permet de renverser le fardeau de la preuve pour ce type de délit. Un accusé serait donc considéré coupable jusqu'à ce qu'il prouve, hors de tout doute, qu'il ne vit pas de l'exploitation d'autrui. Finalement, ce projet de loi ajoute les infractions de proxénétisme et de traite de personnes à la liste des infractions visées par la confiscation des produits de la criminalité. Le ministère de la Sécurité publique du Canada décrit avec justesse la traite de personnes comme étant un crime des plus ignobles, souvent comparé à une forme moderne d'esclavage, parce que c'est rien de moins. Les victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, sont arrachées de leur vie normale et sont forcées à travailler et à offrir des services sexuels par le biais de diverses pratiques coercitives, le tout au profit direct de leur bourreau. L'exploitation se fait souvent par l'intimidation, la force, les agressions sexuelles et les menaces à l'endroit des victimes ou de leurs familles. La traite des personnes est un fléau qui transcende les frontières et touche plusieurs pays, y compris le Canada. Parce que là, il ne faudra pas se mettre des lunettes roses. Il faut savoir que ça se vit chez nous, ici, pas très loin de chez soi, pas très loin d'où on vit. La traite des personnes, justement, aussi, est, selon le ministère de la Justice,
Il est difficile de faire une estimation précise de l'ampleur de la traite des personnes au Canada, puisque de façon compréhensible, les victimes sont réticentes à se manifester. Effectivement, souvent les victimes vont craindre de témoigner comme un proxénète par peur de représailles. La Gendarmerie royale du Canada a décrit la traite de personnes comme un phénomène grandissant et bien qu'il soit difficile d'établir les statistiques avec précision, selon des estimations, entre 1 500 et 2 200 personnes font l'objet d'un trafic du Canada vers les États-Unis chaque année. Donc, la Gendarmerie royale du Canada estime aussi qu'environ 600 femmes et enfants entrent chaque année au Canada dans le cadre de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et que ce chiffre passe à 800 lorsqu'on tient compte des personnes qui entrent illégalement pour d'autres formes de travail forcé. Contrairement aux idées reçues, les victimes au Canada de la traite ne sont pas uniquement des jeunes femmes venues de l'étranger, mais aussi bien souvent des Canadiennes. Malheureusement, la traite de Canadiens à l'intérieur même du pays est un problème que négligent souvent les études et les statistiques sur la traite des personnes, en particulier la traite liée au commerce du sexe. De la même façon que des personnes qui entrent au Canada pour fuir les conditions de pauvreté abjectes dans leur pays peuvent se retrouver dans un milieu de travail où elles sont exploitées, des femmes de partout au Canada, dont bon nombre sont des jeunes en détresse et des femmes défavorisées sur le plan social ou économique, qui quittent leur foyer pour se livrer au commerce du sexe dans les grandes villes canadiennes. Il existe plusieurs scénarios qui expliquent comment une femme vulnérable peut se laisser convaincre de s'adonner à la prostitution. Nous n'avons pas à les identifier toutes ici, mais quelles que soient les situations, il est clair que le trafic de Canadiens et de Canadiennes existe à l'intérieur du Canada et qu'il touche en particulier les collectivités les plus démunies. C'est pourquoi, bien que le projet de loi C-452 soit un pas dans la bonne direction, nous avons besoin d'une réponse beaucoup plus complète face à la problématique de la traite des personnes. Nous devons engager des ressources pratiques dans cette bataille. Pour régler le problème de la traite des personnes, il faut un plan qui mobilise les ressources humaines, les ressources policières, électroniques et matérielles, qui va bien au-delà d'un simple projet de loi. Il faut du leadership en politique. La surveillance des bars des feuilleuses, des salons de massage, des réseaux Internet et la création d'une unité mixte d'enquête sont des solutions à étudier. Le Canada doit se doter d'une stratégie qui nous permettrait non seulement de s'attaquer à la source du problème, mais aussi, bien sûr, d'aider les victimes et d'appuyer le travail des forces de l'ordre. Julie Méville-Deschênes, présidente du Conseil du statut de la femme, recommande aussi la création de maisons d'hébergement destinées aux femmes victimes de traite. Je cite d'ailleurs Mme Méville-Deschênes. « Il n'existe pas de maisons d'hébergement spécifiques pour les femmes victimes de traite. Leurs problématiques sont pourtant très différentes de celles des victimes de violences conjugales. Cependant, les propositions de peines consécutives et de présomptions relatives qui se trouvent à renverser le fardeau de la preuve pour les infractions liées au proxénétisme et à la traite de personnes pourraient s'avérer problématiques. En effet, un tel renversement du fardeau de la preuve pourrait faire l'objet d'un recours pour inconstitutionnalité. De plus, comme mon collègue du NPD de Windsor-Tecumseh l'a soulevé par le passé, même si nous adoptons le projet de loi C-452, il n'est pas évident que celui-ci entraînera des peines beaucoup plus longues. Les tribunaux vont possiblement se baser sur le principe de la proportionnalité qui fait en sorte qu'au bout du compte, les peines, même si elles sont consécutives, pourraient ne pas être plus longues que si elles avaient été purgées concurremment. Malgré ces embûches, nous appuyons le projet de loi C-452 pour l'étude en comité car le problème est trop important pour être simplement ignoré. J'ai eu l'occasion de rencontrer des organismes dans ma circonscription de Québec qui viennent en aide aux garçons et aux filles et aux femmes reliées à l'univers de la prostitution. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail du PIPQ et de la Maison de Marthe qui font un travail exceptionnel dans ce domaine avec les ressources limitées qui leur sont allouées.
j'aimerais beaucoup que le gouvernement adopte une approche globale face au problème de la prostitution et de la traite de personnes. J'aimerais qu'il s'y attaque, en fait, ici à la Chambre, en modifiant le code criminel et aussi sur le terrain, où nous avons besoin de plus d'intervenants pour agir de façon réellement efficace. Et quand je parle d'une approche globale, Monsieur le Président, bien évidemment, je pense à tous ces projets de loi simples qui nous permettent justement de pouvoir aller pallier aussi à d'autres problèmes adjacents. Lorsqu'on voit que ce gouvernement conservateur rejette du revers de la main plus d'une fois un projet de loi aussi efficace que le projet de loi C-400 sur le logement social, lorsqu'on voit que de peine et de misère, c'est tous les organismes communautaires partout au Québec qui se mobilisent en ce moment puis qui demandent au gouvernement conservateur de ne pas attendre dans la fin du mois de mars 2014, mais qui lui demandent tout de suite, maintenant, de renouveler le programme de la SPLI, la stratégie pour la lutte à l'itinérance. Ça, c'est une solution à des problèmes adjacents, justement, qui peuvent nous permettre d'apporter des solutions pour avoir enfin une approche globale face à ce fléau. Et je pense que ça, c'est important. Alors, renouveler la SPLI dès maintenant, par exemple, en bonifiant de 50 millions pour le Québec. Oui, je le sais que mes collègues sont d'accord avec ça parce que c'est une excellente décision et c'est simple et c'est des peanuts. Permettez-moi l'expression, là, c'est des peanuts. C'est rien, 50 millions par rapport à toutes ces F-35 qui vont nous coûter des milliards, des navires aussi qui vont nous coûter des milliards, là, puis finalement qui sont en train de détruire à petit feu notre filet social qui nous permettrait d'avoir une approche beaucoup plus sensée, beaucoup plus réfléchie par rapport à ce fléau-là auquel on fait face. Vous savez, moi, j'ai entendu ma collègue de Notre-Dame-la-Chine, parce que parfois, c'est dans un film qu'on est bouleversé. Le film qui m'a bouleversé le plus dans toute ma vie, c'est le film Trafic humain, qui est sorti 2005-2006. Un film qui nous montre à quel point c'est un problème international. C'est un problème international, ce fléau de traite des personnes, ce fléau de prostitution. Et ça peut être par des mesures, c'est tellement sournois, c'est tellement un peu partout qu'il faut être alerte. Il faut se dire qu'on ne le sait pas, mais peut-être qu'il y a des gens qu'on a côtoyés dans notre environnement, quand on est sorti dans le centre-ville, par exemple, il y a des gens qui vivent ces problèmes-là, dont on a croisé le regard et dont on ne peut être indifférent par rapport aux problèmes qu'elles y vivent. Et ça, moi, je suis tout cœur avec eux autres et c'est pourquoi je soutiens ce projet de loi C-452. Mais j'en demande encore plus parce que je pense qu'il y a des petits gestes tout simples qui pourraient nous permettre, évidemment, d'avoir une approche beaucoup plus globale et sensée. Merci, Monsieur le Président. Reprise du débat. Resuming debate. Honorable député de Rivière-des-Mille-Îles. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui concernant le projet de loi C-451 visant à contrer la traite des personnes. Je suis déjà intervenue à de nombreuses reprises sur de différentes facettes de cet enjeu par le passé. En avril dernier, par exemple, je me suis prononcée en faveur du projet de loi C-310 visant à lutter contre la traite des personnes au Canada et à l'étranger. Puis, en octobre, j'ai pris la parole concernant le projet de loi C-4 visant à contrer l'arrivée irrégulière de groupes de réfugiés. J'avais alors dénoncé l'approche du gouvernement qui, au lieu de s'attaquer aux trafiquants, risquait de punir indûment les réfugiés légitimes. Donc, nous savons que la question du trafic humain est très vaste et revêt plusieurs formes. Personnellement, je crois qu'il est très important que le Parlement s'attaque à ces diverses formes d'esclavage, car je crois fermement que l'État a le devoir de protéger ceux qui sont les plus vulnérables parmi nous. Il me fait plaisir d'appuyer, de supporter le projet de loi C-452 qui modifie le code criminel afin qu'il soit prévu des peines consécutives pour les infractions liées au proxénétisme et à la traite de personnes. Ce projet de loi, en plus de créer une présomption relative à l'exploitation d'une personne, ajoute des circonstances présumées constituées de l'exploitation et ajoute les infractions de proxénétisme et de traite de personnes à la liste des infractions visées par la confiscation des produits de la criminalité.
Je suis contente d'appuyer ces projets de loi. D'abord, parce qu'au lieu de réprimer les victimes de traite humaine, le projet de loi vise à pénaliser les proxénètes et les trafiquants. Et je me tiens à féliciter ma collègue d'avoir présenté ce projet de loi parce qu'elle a vraiment pris la peine de faire les démarches pour consulter la communauté et pour rallier les principaux intervenants du milieu. Donc, je me tiens à mentionner quelques groupes qui appuient le principe du projet de loi. Et ces groupes incluent le Conseil du statut de la femme, le Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, Consultation femmes, la Consultation des luttes contre l'exploitation sexuelle, l'Association québécoise plaidoyer victimes, le collectif de l'Outaouais contre l'exploitation sexuelle, le diocèse de l'Outaouais de la condition des femmes et la maison de Marthe. Donc, c'est important de vraiment consulter les experts, mais aussi ceux qui sont les intervenants communautaires dans cet enjeu. Pour bien saisir l'ampleur du problème dont on parle, j'aimerais vous citer quelques extraits d'un récent rapport de la GRC sur la question. Selon la GRC, les condamnations récentes pour traite de personnes concernent principalement des victimes qui sont des citoyennes canadiennes ou des résidentes permanentes du Canada trafiquées à des fins d'exploitation sexuelle. La traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle est généralement associée au proxénétisme organisé qui se produit discrètement sous divers paravents, comme les services d'escorte et les maisons closes établies dans les quartiers résidentiels. Les travailleuses du sexe étrangères qui travaillent illégalement dans le commerce du sexe sont particulièrement vulnérables à l'exploitation et à la traite. Des réseaux du crime organisé ayant des liens avec l'Europe de l'Est participent à l'introduction organisée au Canada des femmes de l'ex-Union soviétique pour les employés dans les services d'escorte dans la région de Grand Toronto et peut-être dans des établissements de massage et des services d'escorte dans la région de Montréal. Ces groupes ont manifestement des capacités transnationales et des liens importants avec des individus condamnés pour traite de personnes en République tchèque, en Allemagne, au Bélarus et en Israël. Certains délinquants condamnés pour traite intérieure de personnes sont en fait affiliés à des gangs de rue connus des autorités pour leur culture proxénète. Notons en terminant que d'importants indicateurs de traite de personnes ont été révélés dans certains cas concernant des travailleurs domestiques étrangers introduits en fraude au Canada par leur employeur. Ces travailleurs domestiques résidents étaient contrôlés, menacés, sous-payés et forcés à travailler par leur employeur. On s'en doute bien, la violence faite dans ce genre de trafic touche principalement les femmes et les filles, donc des enfants. Dans 98% des cas, les victimes d'exploitation sexuelle seraient des femmes. Et je me tiens à mentionner que les femmes autochtones sont surreprésentées dans ce groupe de personnes, de victimes. Comme je l'ai expliqué plus tôt, il s'agit d'un phénomène mondial qui rapporte gros. Selon l'ONU, ce type de criminalité rapporterait 32 milliards de dollars annuellement au crime organisé. Mais, Monsieur le Président, puisqu'il est question d'exploitation sexuelle, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur les propos controversés qui sont passés dans les nouvelles cette semaine de Tom Flanagan. Donc, nous savons que Tom Flanagan, c'est l'ex-conseiller et mentor du Premier ministre qui a affirmé cette semaine que le fait de visionner de la pornographie juvénile ne cause de mal à personne. Ce libertarien a déclaré, et je cite, « Qu'y a-t-il de mal avec la pornographie juvénile, dans le sens que c'est seulement des photos? J'ai des doutes importants quant à mettre des gens en prison en raison de leur goût en matière de photos. » Même s'il a fini par s'excuser, ses propos mal informés sont sidérants pour quelqu'un bénéficiant d'un tel niveau d'éducation et d'influence. C'est honteux. Comment peut-on ignorer que le visionnement de pornographie juvénile requiert d'abord la production de la pornographie juvénile, ce qui cause des souffrances et des abus aux enfants? Comme a si bien dit la présidente de l'Université de Calgary, Elizabeth Cannon, la pornographie infantile n'est pas un crime sans victime.
tous les aspects de ce crime horrifique impliquent l'exploitation des enfants. Je sais bien que le premier ministre a finalement fini par condamner les propos de Tom Flanagan, les propos que je tiens à souligner sont honteux honteux envers les victimes de la pornographie juvénile. Mais à force de s'entourer de gens peu recommandables, on vient à croire que c'est le premier ministre lui-même qui manque de jugement. Car, en plus de Tom Flanagan qui banalise l'exploitation sexuelle des enfants, il y a Arthur Porter, ce fraudeur impliqué dans le scandale du Centre universitaire de santé McGill, qui a été nommé par le premier ministre au comité de surveillance des activités de renseignement et de sécurité. On pourrait aussi parler de Bruce Carson, cet ex-membre de la garde rapprochée du premier ministre qui fait face à des accusations de trafic d'influence. Et c'est sans compter le sénateur Prazo, qui a été nommé au Sénat malgré le fait qu'il faisait l'objet de multiples plaintes pour inconduite et qui se retrouve devant les tribunaux pour avoir brutalisé une femme. Alors, lorsque je vois les membres de ce gouvernement qui reprochent à l'opposition d'être trop mou envers les criminels, ça ne m'impressionne pas beaucoup. Qui commencent donc par faire le ménage dans leur propre rang. Bon, Monsieur le Président, je ferme cette parenthèse et je reviens au contenu de ce projet de loi. Comme je disais en introduction, ce projet de loi est un pas dans la bonne direction. Par contre, pour régler le problème dans la traite de personnes, il faudra un plan beaucoup plus ambitieux qui mobilisera des ressources humaines, policières, électroniques et matérielles et qui ira bien au-delà d'un simple projet de loi. Je souhaiterais un programme complet permettant d'attaquer le problème à la source, d'aider les victimes et d'appuyer le travail des forces de l'ordre. Il serait souhaitable que ce projet de loi soit étudié en profondeur en comité, notamment pour étudier la constitutionnalité du renversement du fardeau de la preuve et en ce qui concerne la présomption liée à l'exploitation d'une personne. L'autre problème que je tiens à soulever avec ce projet de loi, c'est qu'il prévoit des peines consécutives pour les infractions liées au proxénétisme et à la traite des personnes. Il s'agit là, en fait, de la principale mesure du projet de loi. Cette mesure pourrait bien être invalidée par les tribunaux. En effet, la Cour suprême du Canada insiste beaucoup sur la notion de proportionnalité de la peine. Par exemple, le projet de loi prévoit qu'un proxénète qui agresse et exploite une femme se verrait imposer une peine pour l'agression et que l'infraction liée à l'exploitation ferait l'objet d'une peine consécutive. Or, même si nous adoptons cette mesure, les tribunaux risqueraient d'ajuster les peines pour chaque infraction pour respecter le principe de proportionnalité de la peine vis-à-vis de l'offense commise. Donc, encore une fois, j'aimerais souligner que j'appuie le contenu, le principe de ce projet de loi, mais qu'il est souhaitable qu'on entende les experts au comité et que ces experts puissent nous amener des propositions constructives. Merci, Monsieur le Président. Reprise du débat. Resuming debate. L'honorable député de Pontiac. Je lui avis qu'il aura seulement environ 7 minutes. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Bien, c'est un privilège de me lever en Chambre pour parler de ce projet de loi. J'admets, par contre, que comme parlementaire et un être humain, il y a des sujets qui sont plus difficiles que d'autres. Le sujet de ce projet de loi n'en est un. Que la traite d'humains continue même d'exister est un affront à tout ce qui est bon dans le monde. Nous sommes, Monsieur le Président, dans le 21e siècle. Et parfois, je me demande si nous évoluons vraiment dans la bonne direction. Mais il ne faut pas lâcher, Monsieur le Président, c'est ce que Jack m'a dit. Lâche pas Mathieu, reste positif. Il avait raison, ça donne rien, le désespoir. Je crois, comme mes collègues, que la traite des personnes est un crime odieux et que nous devons mettre le code criminel à jour à ce sujet pour pouvoir lutter plus efficacement contre ce crime. Mais la réalité me fait peur. Selon des chiffres de 2009 de l'ONUDC, 79% des personnes victimes de la traite dans le monde le sont à des fins de prostitution. Et selon des chiffres de 2005 de l'Organisation internationale du travail, 80% des victimes de la traite sont des femmes et des enfants, particulièrement des fillettes. Et entre 40 et 50% du total des victimes sont des enfants.
Les femmes et les filles représentaient 98 des personnes victimes d'exploitation sexuelle. De plus, sur la scène nationale, le rapport de 2001 du Service canadien des renseignements criminels fait état qu'au Canada, l'âge moyen d'entrée dans la prostitution est de 14 ans. Selon des chiffres de 2004 du département d'État des États-Unis, on estime que chaque année, 1500 à 2000 personnes seraient victimes de traite du Canada vers les États-Unis. On estime à environ 600 le nombre de femmes et d'enfants qui entrent au Canada par le biais de trafiquants pour le service de l'industrie canadienne du sexe. La traite des Canadiens à l'intérieur même de leur pays est un problème que négligent souvent les études et les statistiques sur la traite des personnes, en particulier liées au commerce du sexe, de la même façon que des personnes qui entrent au Canada pour fuir les conditions de pauvreté abjectes dans leur pays peuvent se retrouver dans un milieu de travail où elles sont exploitées. Des Canadiennes confrontées au dénuement économique et au manque de possibilités d'éducation ou d'emploi dans leur collectivité d'origine sont aussi poussées vers des secteurs où l'exploitation est courante. Des femmes de tout le Canada, bon nombre issues de collectivités pauvres, quittent leur foyer pour se livrer au commerce du sexe. Elles peuvent avoir été appâtées par une personne leur offrant des possibilités d'emploi, d'éducation ou autres, ou être parties de leur propre gré et avoir été cueillies à une gare d'autobus par des individus en quête de ce type d'arrivantes vulnérables. Dans d'autres scénarios, une jeune femme part vivre ailleurs avec un copain qui la convainc de s'adonner à la prostitution afin de souvenir aux besoins du couple. Comme père de deux filles énergiques, assoiffées de la vie, Sophia et Gabriella, je ne peux simplement pas accepter cette situation. C'est tout à fait inacceptable dans un pays moderne, démocratique et prospère comme la nôtre. Et oui, Monsieur le Président, ces crimes, comme tous les problèmes de ce genre, touchent les plus marginalisés de notre société. Et au Canada, ils touchent en particulier les femmes et les jeunes filles autochtones qui partent vivre en région urbaine pour s'engager dans le commerce du sexe. La GAC constate que la plupart des condamnations récentes pour traite de personnes qui concernent des Canadiennes et qui ont fait l'objet de trafic à des fins d'exploitation sexuelle ont comme victimes des femmes et des filles autochtones. Donc, il est incontournable que n'importe quel plan doit inclure nos peuples et nos nations autochtones, que nous devons les écouter et les respecter. Les Premières Nations, Inuits et Métis doivent participer activement comme partenaires à part entière à la lutte contre la traite des personnes, en particulier les groupes de femmes autochtones. C'est ce que les Premières Nations algonquines de mon comté, Kiriganzibi et Lac-Barrière veulent. On leur en doit pas moins. Mais ce qui est déplorable, c'est que les groupes qui luttent contre ces crimes se sont fait couper leur financement par les conservateurs. Vraiment, Monsieur le Président, des fois, je me demande ce que nous faisons ici. Et je me demande ce que les parlementaires du passé faisaient ici. Monsieur le Président, je ne vous cache pas que depuis que je suis élu, je suis déçu parfois par le travail que nous faisons comme parlementaires. Il y a tellement de gaspillage de temps. Si depuis 1867, nous n'avons pas été capables d'éliminer un crime et un problème si sérieux que la traite humaine, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on est utile? Ou est-ce que les parlementaires du passé ont passé beaucoup trop de temps à des cocktails en train de manger des canapés et boire de l'alcool pour l'amour du pouvoir? J'avoue que mes études en sciences politiques m'ont peut-être laissé particulièrement cynique face aux politiques, mais il faut faire quelque chose. Reste qu'il faut agir. Cependant, il faut faire plus que ce simple projet de loi. Il faut un plan qui mobilise des ressources humaines, policières, électroniques et matérielles qui nous permettraient de s'attaquer à la source, d'aider les victimes et d'appuyer le travail des forces de l'ordre pour éliminer ces crimes horribles dans notre société et retrouver la fierté d'être Canadien et d'avoir le droit de s'appeler civilisé. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner les dernières 5 minutes au député de Hansik pour son droit de réplique. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier tous mes collègues
d'appuyer le projet de loi afin qu'il se rende au comité pour être amélioré, travaillé. Et comme je suis une femme qui aime beaucoup la consultation, je suis ouverte à tout genre d'amendements. Par contre, je tiens à préciser, et je vous dirais, ma demande s'adresse à tous les partis. Je tiens à préciser qu'il est important que les amendements qui seront apportés au comité n'expurgent pas ce projet de loi de tout ce qui est sa force. La députée de Notre-Dame-la-Chine disait tout à l'heure que les victimes sont effrayées, on leur demande de témoigner contre leurs agresseurs, contre leurs proxénètes, c'est pas normal. Et elle a raison. Et si elle regarde bien le projet de loi, elle va comprendre que le renversement de la preuve, qui est d'ailleurs une mesure qui existe dans le code criminel actuellement pour le proxénétisme, donc qui a passé le cap de la constitutionnalité, que ce bout-là fait en sorte que les victimes qui actuellement portent le fardeau de la preuve et qui doivent témoigner et qui parfois ont des pertes de mémoire, se voient en cours presque accusées de mentir. On le voit très récemment pour un dossier de traite avec la victime qui s'appelle Sandy, qui a été violée par 15 gars, une autre fois par 40 hommes, que parfois la mémoire peut flancher. Donc, ce renversement de la preuve-là fait en sorte de protéger les victimes. Et c'est une demande, d'ailleurs, des groupes qui s'occupent des victimes, des groupes de femmes et aussi des policiers qui travaillent sur le terrain. Donc, quant à la constitutionnalité de cette disposition-là, qui existe pour le proxénétisme, ne serait que ajustement du code criminel, car comme nous le savons, 80% de la traite au Canada et dans le monde, mais au Canada aussi, se fait en vue d'exploitation sexuelle. Donc j'espère de tout cœur, parce que là j'entends le NPD dire il faut aller plus loin, il faut aller plus loin. J'espère qu'ils ne vont pas rendre ce projet de loi-là insipide et sans dents. D'autre part, j'écoutais mon collègue libéral, pour qui j'ai beaucoup de respect, parler des peines consécutives et aussi du renversement de la preuve. Les peines consécutives, ça existe dans le code criminel, c'est reconnu par le Commonwealth. Donc, je vous dirais, c'est une disposition qui permet au juge de décider de la sentence, contrairement aux peines minimales, mais qui permet en même temps de donner des sentences exemplaires pour des crimes odieux. Donc j'espère aussi que cette disposition-là ne sera pas diluée dans le comité. J'interpelle bien sûr le NPD et le Parti libéral parce que ce sont les deux seuls partis qui ont amené des réserves face au renversement de la preuve et aux peines consécutives. Je n'ai pas entendu ça dans les discours de mes collègues du Parti conservateur. D'autre part, j'aimerais dire à la députée d'Hochelaga, et je sais que dans son comté, comme dans le mien, on vit au quotidien avec la problématique de la prostitution, qui dans son comté est historique, hein, ça ne date pas d'hier, et dans le mien, je vous dirais, depuis les 4-5 dernières années, c'est devenu un problème auquel on s'occupe, mais auquel on s'occupe beaucoup plus qu'avant. Donc ça veut dire qu'il y a une recrudescence d'une prostitution particulière. J'aimerais lui dire, et je partage son vœu, j'espère qu'on va enrayer la traite au Canada et j'espère que ce ne sera que légende urbaine qu'il y a de la traite au Canada. Malheureusement, la traite de personnes est intimement liée à la prostitution. Pour pouvoir combattre la traite, il va falloir combattre le proxénétisme et cela passe non seulement par des ressources pour les femmes, par la décriminalisation des femmes prostituées, des personnes prostituées, par la criminalisation des proxénètes, mais par la criminalisation des prostitueurs, c'est-à-dire des clients. Il va falloir que la députée d'Hochelaga comprenne ça, qu'il faut mettre des ressources, non pas dans des organismes qui font en sorte de garder les femmes dans la prostitution, mais qui font en sorte de sortir les femmes de la prostitution. Ce n'est pas en donnant des condoms à des personnes prostituées ou en leur disant « t'en fais pas, t'es tombé sur un mauvais client ou t'es tombé sur un mauvais proxénète » qu'on va changer les choses. C'est en leur donnant l'opportunité de sortir de ce qui n'est pas un travail. La prostitution n'est pas un travail. La prostitution n'est pas l'avenir de nos enfants et de nos filles. C'est pas vrai que nous, les femmes, nous sommes nées pour servir de pâture à des hommes qui veulent pouvoir payer pour avoir du sexe. La prostitution, c'est un crime. La prostitution, c'est une violence faite.
Comme il est 14h30, la période réservée au débat est expirée. En conséquence, la question est la suivante. Madame Mourani, appuyée par M. Plamondon, propose que le projet de loi C-452, loi modifiant le Code criminel, exploitation et traite de personnes, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Est-il à la Chambre d'adopter cette motion? Que tous ceux qui appuient la motion veuillent bien dire oui. Oui. Que tous ceux qui s'y opposent veuillent bien dire non. À mon avis, les oui l'emportent. En conséquence... excusez. Il y a 5. Conformément à l'article 93 du règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au mercredi 6 mars 2013, juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.